Dans la capsule précédente, on a vu comment calculer la différence de potentiel aux bornes d'une bobine et d'un condensateur. On a vu que le condensateur était toujours, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, elle est toujours en retard de pi sur 2 par rapport au courant, et c'est l'inverse pour la bobine, elle est, elle, plutôt en avance par rapport au courant. Maintenant, on va mettre tout ça ensemble et on va voir qu'est-ce qui arrive lorsque on place des résistances, des bobines d'induction, puis des condensateurs dans un circuit en courant alternatif. On va appeler ça un circuit RLC. Alors RLC pour résistance, inductance, condensateur, donc dans le même circuit. Alors supposons qu'on a un seul élément pour chacun, donc un condensateur, une résistance et une inductance. En fait, s'il y en a plusieurs, ce qu'on peut faire, c'est simplement remplacer l'ensemble des condensateurs par un condensateur équivalent, l'ensemble des résistances par une résistance équivalente, etc. Euh, si j'applique la loi des mailles de Kirchhoff à ce circuit-là, puisqu'il est en série, je vais avoir somme des différences de potentiel égale 0. Donc, j'aurai la source, E, puis ensuite, si je continue, je vais avoir la résistance, la bobine et le condensateur. Donc, moins delta VR, delta VL et delta VC. Pourquoi je mets moins? Parce que, supposons que le courant circule vers la droite, par exemple dans la résistance, ben, on va avoir une chute de potentiel. Or, tantôt dans la formule ou dans l'autre capsule, dans la formule qu'on avait pour la résistance, on avait delta V égale R fois I. Vous voyez, on n'a pas mis moins R fois I, on a mis plus. Donc, il faut qu'on tienne compte ici du signe moins en le mettant comme ça. Même chose pour la bobine, on avait écrit pour la bobine L fois dérivée du courant par rapport au temps. Donc, si on veut que la différence de potentiel, ici, lorsqu'on va dans le sens du courant, ça va descendre la différence de potentiel. Donc, il faut mettre notre signe moins comme ça. Même chose pour le condensateur. Quand le courant circule dans ce sens-là, les charges plus vont s'accumuler ici, donc on va passer du plus au moins. Alors encore une fois, c'est une chute de potentiel. Donc dans tous les cas, on doit ajouter comme ça notre signe moins. Si on envoie les delta V des trois éléments du côté droit de l'équation, on obtient ceci. Donc la FM de la source est égale à la somme des différences de potentiel aux bornes de chaque élément. Maintenant, je vais parler du diagramme de Fresnel tout à l'heure, mais si je rappelle les formules qui donnent les différences de potentiel aux bornes de chaque élément. Donc, on a ici la source, ici la résistance, le condensateur, alors vous voyez qui est en retard de pi sur 2 par rapport au courant, et la bobine qui est en avance, elle, de pi sur 2 par rapport au courant. Alors justement, si on les additionne, donc je reviens à la page précédente, on doit normalement les additionner, puis la somme des trois doit donner la source. Sauf que comme ils sont tous donnés par des sinus, ça veut dire que la somme de ces trois formules-là ou de ces trois sinus-là doit donner celui-ci. Alors c'est quand même compliqué, c'est une somme de sinus, puis on n'a pas la même chose dans chaque sinus. Mais justement, c'est là que la représentation de Fresnel va être utile. Donc, si je représente chacune de ces différences de potentiel-là en utilisant la représentation de Fresnel, alors je représente la source par une flèche qui est ici. L'angle, ça va être oméga t. Ensuite, la différence de potentiel au bord de la résistance. L'amplitude delta VRM est représentée par la longueur de la flèche. Puis par rapport à la source, on a oméga t moins phi. Donc oméga t moins phi. Encore une fois, ici, j'ai supposé que phi était négatif, que moins moins, ça faisait plus. Alors c'est pour ça que j'ai un angle positif ici. On va voir tantôt d'autres cas où phi serait plutôt positif. Donc ici, il serait plutôt négatif. Et puis, on pourrait dire que le courant, il serait sur la flèche bleue aussi, parce que la résistance, elle est en phase avec le courant. Donc, le courant serait à la même place que la résistance. Maintenant, on a le condensateur. Alors, le condensateur, lui, c'est moins pi sur 2 par rapport au courant. Donc, vous voyez, ça veut dire que je pars d'ici, qui est la flèche de la résistance, mais qui est en même temps le courant, puis j'enlève pi sur 2. Alors, ça veut dire que mon condensateur, il va être à quelque part ici. Encore une fois, la longueur de la flèche, ça va être l'amplitude de la tension. Et puis ensuite, la bobine, elle est en avance de pi sur 2 par rapport au courant. Donc, je me rajoute pi sur 2 ici et je vais retrouver la bobine. La longueur des flèches,
c'est proportionnel à l'amplitude de chacune. Alors, c'est différent pour chacune, la source, la résistance et la bobine et le condensateur. Donc, notre condensateur en retard de 90 degrés ou pi sur 2, si on veut, si on le met en radian par rapport au courant, et la bobine en avance de 90 degrés par rapport au courant. Et ça veut dire que la bobine et le condensateur vont forcément s'opposer. Parce que si on chacun 90 degrés par rapport au courant, ça veut dire qu'ils sont à 180 degrés l'un de l'autre. Autrement dit, quand la bobine va atteindre son maximum positif, le condensateur, lui, va atteindre son maximum négatif et vice-versa. Donc, ils vont toujours être à l'opposé. Alors, vous comprenez qu'avec le diagramme de Fresnel, ça va être beaucoup plus facile de visualiser la somme parce que la loi des mailles de Kirchhoff, donc celle-ci, nous disait que la somme des trois ici devrait être égale à la source. Alors nous, on a, en le représentant dans le diagramme de Fresnel, ça devient une représentation graphique. Ça veut dire tout simplement que comme on a des sinus, ça veut dire que le sinus de la bobine, donc sa projection sur l'axe des Y ici, plus le sinus de la résistance, donc sa projection sur l'axe des Y, plus celui de la bobine, mais dans ce cas-ci serait négatif, va nous donner le sinus de la source. Entre autres, comme la bobine et le condensateur s'opposent, ils sont à 180 degrés l'un de l'autre, ben, ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement soustraire leurs deux flèches, c'est-à-dire leurs deux amplitudes, parce qu'ils sont exactement à l'opposé. On va obtenir ceci. Alors, vous voyez la petite flèche en bleu ici, c'est le résultat de delta VCM moins delta VLM. Donc, on a tout simplement soustrait les deux pour avoir la résultante. Et ensuite, il faut se rappeler qu'à mesure que le temps va avancer, ces flèches-là vont tourner au fur et à mesure que le temps va avancer, sauf que leur disposition relative va toujours être la même, c'est-à-dire que phi, c'est une constante, puis ici, on va toujours avoir 90 degrés entre le courant et la flèche bleue turquoise qui est ici. Donc, les flèches vont tourner avec le temps, mais elles vont se suivre, donc elles vont juste rester comme ça, fixes les unes par rapport aux autres. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la somme des différences de potentiel doit donner la source. Mais comme vous voyez ici, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la somme de ce vecteur-là plus celui-là, il faut que ça donne celui-là. Donc, c'est comme une somme vectorielle. Alors, ça voudrait dire que on a un triangle, en fait. La flèche turquoise qui est là, je pourrais la ramener ici en haut, puis j'aurais donc un triangle entre les trois flèches. Et donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Je pourrais dire que EM au carré, ça va être égal à delta VRM au carré plus celle-là au carré, c'est-à-dire la soustraction des deux au carré. Autrement dit, comme la somme des sinus doit être égale, ça veut dire que je peux appliquer aux amplitudes le théorème de Pythagore, en fait. Si on développe un petit peu plus, on avait dit que, alors ça c'est la loi d'Ohm, l'amplitude sur la résistance c'est égal à R fois I. Ensuite, l'amplitude de la différence de potentiel sur le condensateur c'était égal à XC fois I. Et même chose pour la bobine, on avait XL fois I. Alors on peut toutes les remplacer par ça. Et évidemment, comme on a IM partout, on peut le mettre en évidence et l'envoyer de l'autre côté. Alors on va trouver ceci. Donc le rapport de la FEM de la source, ou plutôt de l'amplitude de la FEM de la source sur l'amplitude du courant, ça va être égal à ceci. Et c'est ça qu'on va définir comme étant l'impédance du circuit. Donc on va l'appeler Z majuscule. Alors Z majuscule, ça va être en fait la racine de ça. Donc racine de R carré plus XC moins XL au carré. C'est clairement des ohms puisque les impédances et la résistance se mesurent en ohms, donc ça va donner des ohms. Et qu'est-ce que ça représente, l'impédance du circuit? On le voit ici, donc je l'ai repris ici pour la formule. Et ça fait le lien, donc je reviens, ça fait le lien entre l'amplitude de la tension de la source et l'amplitude du courant. Vous voyez, le Z, il se trouve de l'autre côté. Alors, on obtient EM égale Z fois IM. Autrement dit, on a ici un genre d'équivalent de la loi d'Ohm entre la tension et le courant.
Mais il faut faire attention, on ne peut pas dire que la FEM de la source, elle est égale à Z fois le courant. Pourquoi? Parce que le courant n'est pas nécessairement en phase avec la source. Vous vous rappelez qu'on avait quand même un sinus avec une constante de phase phi. Alors ça veut dire que le courant il est pas en même temps que la source, donc je ne peux pas dire que E est égal à Z fois I. Cette formule-là s'applique seulement à l'amplitude des deux, donc l'amplitude du courant puis l'amplitude de la FEM de la source. Je vais faire un petit exemple avec ce qu'on vient de voir. Supposons qu'on a le petit circuit suivant. Donc, on a une source, les données sont ici, son amplitude c'est 150 volts et la fréquence est de 60 Hz. Ensuite, on place une résistance de 425 ohms en série avec une bobine de 1.25 Henry et un condensateur de 3.5 microfarad. Ce qu'on veut, c'est calculer l'amplitude du courant qui va circuler dans le circuit, donc IM, puis également l'amplitude de la tension aux bornes de chaque composante. Alors pour trouver ça, il va falloir, en fait, les formules à utiliser, c'est les suivantes. Euh, L'équivalent de la loi d'Ohm, si vous voulez, où on va dire EM égale Z fois IM. Je dis l'équivalent de la loi d'Ohm parce que c'est vraiment pas la loi d'Ohm, ça relie seulement les amplitudes des tensions et des courants. Alors, il va nous falloir ça. Le EM, on l'a déjà, donc ça c'est une donnée directe. Le IM, c'est ce qu'on cherche, c'est notre inconnu. Alors, ça va nous prendre l'impédance. Alors, pour calculer l'impédance, ça nous prend, donc la formule, je la répète ici, c'est racine de R au carré plus XC moins XL au carré. C'est bien un L que je voulais faire ici. Vous remarquez qu'on peut faire XC moins XL ou XL moins XC, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, on la met au carré dans cette formule-là. Donc, il va falloir calculer ces choses-là. Je répète encore une fois les formules ici. XC, c'est 1 sur oméga C. Et XL, ça va être oméga fois L. Alors, clairement, il va nous falloir la fréquence angulaire. Alors, vous voyez, on pratique pas mal de formules ici. La fréquence angulaire, c'est 2pi fois f. Alors, ça, on peut la calculer tout de suite. Ça va être 2pi fois 60 Hz dans notre cas. D'ailleurs, on avait fait un exemple comme ça dans une autre des capsules. Ça donne 377 radians par seconde pour 60 Hz. Donc, avec ça, on peut calculer la réactance capacitive du condensateur. Alors, on va avoir 1 sur 377 fois la capacité, qui est 3.5 microfarad, donc par 10 exposant moins 6. Alors, si vous faites le calcul, ça devrait vous donner 758 ohms. Donc, on peut dire que le condensateur, c'est un peu comme l'équivalent, entre guillemets, d'une résistance de 758 ohms. Ensuite, pour XL, moi mes C majuscules puis mes L ça ressemble un peu, XL, alors ça sera oméga fois L, alors 377 fois, on avait 1.25 Henry, alors ça donne 471 ohms. Donc notre bobine va jouer le rôle, si on veut, un peu comme une résistance de 471 ohms. Évidemment, je ne peux pas dire que c'est une résistance de 471 ohms parce que c'est vraiment pas la même chose. Si je mettais ma bobine, par exemple, dans un courant continu, ça ferait rien du tout parce que c'est un courant continu. Si je la mettais d'ailleurs dans une autre fréquence que 60 Hz, l'oméga serait différent, donc ça changerait. Alors, c'est pas comme une résistance, mais ça joue un peu le même rôle qu'une résistance. Maintenant, je peux calculer mon impédance. Alors, ça sera racine de je vais répéter la formule avant, puis ensuite je vais remplacer. Là. Donc on a ceci. Alors je vais faire racine de la résistance. On peut aller le chercher en haut. C'était 425 ohms. Alors on aura 425 au carré. Puis ensuite, les deux impédances, ou plutôt les deux réactances, on vient de les calculer. C'était 758 et 471. Donc 758 moins 471 au carré.
vous voyez que les deux réactances, donc la bobine et le condensateur, se soustraient. Donc en fait, ça pourrait même arriver que ça donne 0 et ça va nous arriver dans certains cas que ça donne 0. Donc à ce moment-là, ils vont s'annuler. Et la raison physique de ça, on va en parler un petit peu plus tard, là, c'est qu'en fait, le condensateur et la bobine agissent l'un avec l'autre indépendamment de la source. Donc le condensateur se charge, ensuite il va se décharger, la bobine va réagir à ça et donc il y a une interaction entre les deux. C'est ce qui fait que les deux réactances se soustraient. Alors si on fait le calcul pour l'impédance, ça donne 513 ohms. Donc ça va être l'impédance de notre circuit. Et finalement, on est prêt à calculer l'amplitude du courant. Il s'agit de diviser l'amplitude de la source par l'impédance qu'on vient de calculer. Donc on avait 150 volts pour la source, on a 513 ohms pour notre impédance. Donc ça donne 0,292 ampères. Ou encore, on pourrait toujours l'exprimer aussi en milliampères. Ça donnerait 292 milliampères. Alors vous voyez qu'il faut calculer l'impédance complète du circuit pour avoir le courant. L'impédance, en fait, on peut dire que c'est un peu comme la résistance équivalente dans un circuit en courant alternatif. Donc il faut l'avoir pour calculer notre courant. Ensuite, la question B, on voulait avoir l'amplitude de la tension pour chaque composante. Alors, si il manque un M pour dire l'amplitude, donc l'amplitude de la résistance, alors je le calcule simplement en faisant la résistance fois l'amplitude du courant. Donc 425 ohms fois 0,292 ampères, ça donne 124 volts. Ensuite, je fais la même chose pour le condensateur, mais sauf que cette fois-ci, je prends la réactance, donc XC fois IM. Alors pour le condensateur, on avait un petit peu plus haut 758 ohms. Alors 758 ohms fois toujours la même amplitude de courant, parce que c'est un circuit en série, donc c'est toujours le même courant qui circule dans chacun. Ça donne 221 volts pour le condensateur. Et ensuite, il nous reste la bobine. Alors cette fois-ci, on va prendre XL fois IM, 471 fois 0,292. Donc le calcul donne 138 volts. Et donc on a comme ça l'amplitude pour chacune des composantes. Alors avec l'amplitude, on pourrait maintenant réécrire les formules avec les sinus pour chacune des composantes. Ce que je veux montrer ici avant de terminer, c'est que si j'additionne les trois, donc vous pouvez faire le calcul, 124 volts plus 221 plus 138, ça donne 483 volts. Or, la source n'avait que 150 volts. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas additionner comme ça les amplitudes. Et pourquoi? Parce que si vous vous rappelez du diagramme de Fresnel, il y en a une qui est dans une direction, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Puis en fait, la bobine puis le condensateur s'opposent. Donc, on ne peut pas juste additionner comme ça. C'est comme si c'était des vecteurs, en fait. Alors, on ne peut pas juste additionner comme ça les amplitudes. Il faut tenir compte aussi du moment, c'est-à-dire du temps pour chacun. Alors, on vient d'apprendre à calculer dans un circuit RLC l'amplitude du courant, puis aussi l'amplitude de la tension pour chacune des composantes. Il nous reste une chose à apprendre à calculer, ça va être la constante de phase. On en a parlé au début du chapitre 12, la constante de phase, c'est ce qui fait que le courant est en avance ou en retard par rapport à la tension. Mais en fait, qu'est-ce qui fait physiquement que le courant pourrait être en retard ou en avance sur la tension? En fait, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a dans le circuit. J'ai repris ici le schéma qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a la source qui est ici. On a la résistance qui est là, ou la tension aux bornes de la résistance. Puis, on se rappelle que celle-là, elle est en phase avec le courant. Donc, on peut dire que le courant il est ici. Puis ensuite, on a notre soustraction entre le condensateur et la bobine. Donc, ça, c'est notre situation.
Et on voit qu'on peut calculer la constante de phase tout simplement en prenant le vecteur. Alors encore une fois, on se rappelle que la somme, ça c'est la loi des mailles de Kirchhoff, la somme des tensions aux bornes des composantes est égale à la source. Donc ici, dans la représentation de Fresnel, cette somme-là devient une somme de vecteurs. Alors le vecteur en turquoise qui est ici, je peux le ramener en haut et ça me forme un triangle rectangle. Et à ce moment-là, la tangente de l'angle, donc la tangente de moins la constante de phase dans ce cas-là, elle va être égale à ceci, donc delta VCM moins delta VLM, sur l'autre côté, le côté adjacent, qui va être celui de la résistance. Si on reprend l'exemple qu'on avait tantôt, on avait trouvé nos différences de potentiel, nos amplitudes de différence de potentiel pour chacune. Alors, on pourrait avec ça trouver la constante de phase. Ici, ce serait pratique d'enlever le signe moins, parce que comme j'ai un signe moins là-dedans, là, je peux le sortir de la tangente, ça devient moins tangente de phi, puis ensuite, ce que ça fait, c'est que ça va inverser. Donc, si je l'envoie de l'autre côté, ça va inverser les deux positions dans ma soustraction. Donc, delta VLM moins delta VCM. Et finalement, comme le delta VLM, on le calcule en faisant XL fois I, le delta VCM, on le trouve en faisant XC fois I, et le delta VRM, c'était R fois I. Donc, dans le fond, tout est multiplié par le courant, alors on peut simplement l'enlever. Ça veut dire qu'on pourra calculer aussi la tangente de la constante de phase en faisant seulement la soustraction des impédances, ou plutôt des réactances, sur celle de la résistance. Et là, on commence à comprendre qu'est-ce qui fait que la constante de phase va être positive ou négative. Donc, qu'est-ce qui fait que le courant va être en avance ou en retard sur la source? C'est les réactances qui sont ici. Alors, on voit que si la réactance de la bobine est plus importante que celle du condensateur, on va avoir une constante de phase positive. Si celle de la bobine est plus petite que le condensateur, la constante de phase sera négative. Ici, on va voir différents cas. Donc, j'ai refait un cas différent ici, où on a la source. J'ai fait exprès de mettre un angle différent un peu cette fois-ci. Vous voyez, oméga t, il est ici. Ça dépend tout simplement du temps. Donc, supposons que le temps a avancé un peu. Notre source est rendue à quelque part ici. Maintenant, on a la soustraction de la bobine et le condensateur. Cette fois-ci, c'est dans l'autre direction. Comparativement à tantôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bobine avait probablement une impédance, sûrement en fait, une réactance plus importante que le condensateur, ce qui fait qu'on est du côté de la bobine. Et ensuite, on a notre résistance qui est ici. Pourquoi elle doit être là, la résistance? Parce qu'il faut tout simplement que la somme de ces deux vecteurs-là donne la source. Alors, vous voyez que quand la bobine gagne, entre guillemets, donc quand sa réactance est plus importante que celle du condensateur, ça fait que le courant doit être ici pour compenser, parce qu'il faut que la somme des deux donne, donc la somme de ces deux vecteurs-là donne la source. Alors c'est ce qui fait que dans ce cas-là, le courant va être en retard sur la source. Donc on a à ce moment-là une constante de phase qui est positive. À l'inverse, vous voyez cette fois-ci, j'ai remis ce qu'on avait tout à l'heure là, avec le condensateur qui avait une réactance plus importante que la bobine, mais à ce moment-là, ça force la résistance à être de l'autre côté de la source parce qu'il faut que la somme des deux donne la source. Alors dans ce cas-ci, ça nous donne un courant qui est en avance sur la source, donc une constante de phase qui est négative. Donc on peut dire que le condensateur a tendance à mettre le courant en avance de la source, tandis que la bobine, elle, a tendance à envoyer le courant en retard sur la source. Je veux reprendre l'exemple du circuit qu'on avait tout à l'heure. On avait déjà calculé la réactance capacitive et la réactance inductive. Alors, ce qui nous restait à faire, c'est, si on avait voulu calculer la constante de phase, alors il s'agit d'appliquer l'équation qu'on vient de voir. On ferait tangente de phi égale xl moins xc sur R. Dans ce cas-là précis, on avait, donc ils sont juste un petit peu en haut, XL 471, XC 758. Et donc, bon, ensuite, on va diviser par la résistance qui était de 425. Ce qu'on peut conclure ici, c'est que la réactance du condensateur est plus élevée que celle de la bobine. Donc, c'est le condensateur qui domine. On peut le dire comme ça, le condensateur domine. Et ça va faire en sorte que
le courant devrait être en avance sur la source. Donc, on va trouver un signe moins, en fait. Juste avant de calculer, tout ça va donner moins 0,675. Alors ça, c'est ma tangente. Maintenant, je vais faire une tangente moins 1 pour avoir l'angle. En n'oubliant pas de mettre ma calculatrice en radians, parce que dans ce chapitre-là, on va travailler avec des radians. Alors, il faut que l'angle θ soit en radians. Alors, ça donne, quand on fait le calcul, tangente moins 1 de ça, ça donne moins 0,594 radians. Alors, on obtient bien un signe négatif. Alors, le signe négatif signifie que, vous vous rappelez, pour le courant, on a moins phi, alors ça va faire moins moins, donc plus. Alors, ça veut dire que le courant est en avance, comme on l'avait prévu sur la source. Alors, je vais terminer la capsule avec finalement une autre question pour ce circuit-là. Donc, on a toujours le même circuit, on vient de calculer la constante de phase. Mais dans la dernière question, ça va être de calculer les tensions aux bornes de chaque composante à t égale 5 millisecondes. Puis on va calculer celle de la source également. Donc, pour faire ça, il s'agit tout simplement d'écrire l'équation pour chacune. Donc, si on commence par la source, par exemple, alors la source, on a E égale EM sinus de oméga t. Et on a tout ce qu'il faut, il s'agit de les calculer. Donc, on avait 150 volts pour l'ascension de la source, ça c'était donné. Ensuite, on doit faire le sinus de 377 fois 5 millisecondes, donc 0,005. Alors, le calcul donne environ 143 volts. Donc, j'ai arrondi au volt près, là. Donc, ça donne 143 volts. On continue. On fait la même chose. Alors, vous voyez que c'est pas 150, c'est un petit peu plus bas, parce qu'évidemment, ça varie de manière sinusoïdale, donc on n'est pas au maximum ici. Si on y fait pour la résistance, par exemple, donc delta VR, alors on aurait delta VRM, l'amplitude, fois le sinus de oméga t moins phi pour la résistance, puisque ça suit le courant. Alors, on avait calculé dans l'exemple précédent le delta V de la résistance, le delta V max pour la résistance, c'était 124 volts. Alors, on va avoir 124 sin de 377 fois 0,005, puis ensuite, moins, et notre constante de phase, je l'ai réinscrit ici, c'était moins 0,593. Donc, moins 0,593. Alors, bien sûr, le moins moins va donner plus. Et puis ensuite, on fait ce calcul-là. Encore une fois, on n'oublie pas de laisser notre calculatrice en radians parce que tout ça est mesuré en radians. Donc, ça donne environ 76 volts à ce moment précis-là pour la résistance. Je continue. Le condensateur. Donc, on va avoir delta V Cm sin de... Alors, on a oméga t moins phi, mais le condensateur, on va avoir moins pi sur 2 parce qu'il est en retard de pi sur 2 par rapport au courant. Alors, on met nos chiffres là-dedans. L'amplitude de la tension du condensateur, on avait préalablement calculé 221. Ensuite, le reste, alors toujours 5 millisecondes, moins 0,593 pour la constante de phase. Puis ensuite, non, j'ai mis moins, mais je voulais dire plus, c'est-à-dire moins pi sur 2. Voilà. Alors, encore une fois, on fait le calcul. Ça donne 174 volts. Et enfin, on a quelque chose de semblable pour la bobine. Sauf que celle-ci, c'est oméga t moins phi, puis ça sera plus pi sur 2. Donc, parce que la bobine est toujours en avance de 90 degrés sur le courant. Alors, pour la bobine, on avait préalablement calculé une amplitude de 138 volts, sin de 377,005. Moins, donc plus, je vais le mettre plus tout de suite, cette fois-ci pour la constante de phase, plus pi sur 2. Alors ça donne moins 109 volts. Cette tension-là est négative parce que le sinus était négatif. Donc on a maintenant la tension aux bornes de chaque composante à ce moment précis-là. Et maintenant ce que je voudrais montrer, c'est que si on fait la somme de la résistance, qui est 76 volts, plus le condensateur qui est 174, plus
la bobine qui est moins 109. Alors, si vous faites cette somme-là, ça donne 141 volts. Et c'est égal à la source. Bon, c'est-à-dire que la source, on avait 143 volts. J'ai arrondi un petit peu à chaque étape. En réalité, il faudrait faire le calcul précis, garder un petit peu plus de décimales que ça. Parce que la somme des trois ici, ça devrait donner la source. Donc, c'est approximativement, je pourrais écrire ici, approximativement égal à 143 volts. Alors, il faudrait le calculer vraiment un petit peu plus précisément pour que ça arrive pile. Mais ça doit arriver parce qu'en fait, c'est la loi des mailles de Kirchhoff. Je voudrais terminer la capsule avec juste un petit retour sur la représentation de Fresnel pour nous aider à bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans un circuit en courant alternatif. Donc, ici, j'ai mis des couleurs différentes pour les flèches. Là, en rouge, vous avez la source. En jaune, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance. En turquoise, vous avez le condensateur, puis ensuite la bobine en noir. Donc, on se rappelle que le courant serait en phase avec la résistance. Donc, la résistance suit toujours le courant. Alors, on serait ici. Le courant, dans ce cas-là, est en retard sur la source. Alors, vous voyez que la source, elle est là. Le courant est un petit peu plus loin, donc il va être en retard sur la source. Et la raison de ça, c'est que c'est la bobine qui domine. Alors ici, vous voyez que la flèche de la bobine est plus longue que celle du condensateur. D'ailleurs, dans ce temps-là, on va dire qu'on a un circuit qui est inductif. Si c'est le contraire, on va dire qu'on a un circuit qui est capacitif. Alors la bobine domine sur le condensateur. Ça fait que lorsque, comme ils s'opposent, ces deux-là, la résultante va être vers ici en haut. Alors il faut donc que la résistance soit en dessous de la source pour que le résultat donne la source. Parce qu'on se rappelle de la loi des mailles de Kirchhoff, la somme des différences de potentiel doit donner 0. Ce que ça veut dire, c'est que la différence de potentiel de la résistance plus celle de la bobine, plus celle du condensateur, doit donner la source. Donc si on le fait ici, d'ailleurs, je vais sortir d'ici. Si je prends mes vecteurs, donc je commence par la résistance. Ensuite, je vais prendre ce vecteur-là, je vais le mettre au bout de la résistance, comme ceci, plus le condensateur. Alors, vous voyez que je reviens sur la source. Donc, la somme des trois me donne la source, ce qui respecte bien la deuxième loi de Kirchhoff, ou plutôt la loi des mailles de Kirchhoff. Donc, je les remets ici à l'origine. Alors, la situation qui est représentée ici, ça serait à t égale 0. Parce que vous voyez que la source ici est sur l'axe des x, donc il n'y a pas d'angle oméga t, donc ça serait la situation à t égale 0. Alors, la source à ce moment-là, vu qu'elle passe par ici, ça veut dire que sa projection sur l'axe des y, son sinus, est égal à 0. Donc, la source est en train de passer par 0 à ce moment-là. Donc, si on mesurait momentanément la différence de potentiel à ces bornes, ça serait 0. La bobine est presque à son maximum. Vous voyez, dans quelques instants, tout ça va tourner un peu, puis la bobine va arriver sur l'axe des Y. Donc, elle est sur le bord d'arriver à sa valeur maximum. Le condensateur, lui, il est sur le point d'arriver à sa valeur maximum négative, donc dans l'autre direction. Quant à la résistance, ben, elle est en train de s'en aller à 0, donc bientôt sa différence de potentiel va être égale à 0. On peut même le faire tourner un peu, donc supposons qu'on attend un petit peu de temps. Donc on est rendu ici, un petit peu plus loin. Alors vous voyez, le temps s'est écoulé, donc l'angle c'est oméga t. Alors la source est rendue ici, donc ça veut dire que la source à ce moment-là est sur le point d'arriver à sa valeur maximale. Vous voyez que tous les vecteurs ont tourné, la résistance également, mais l'orientation des vecteurs les uns par rapport aux autres demeurent les mêmes. Alors tout ça va tourner en fonction du temps, donc chacun va atteindre sa valeur maximale, ensuite sa valeur 0, sa valeur négative, etc. Alors ça veut dire qu'à tout moment dans le circuit, il n'y a aucun des composantes qui atteint sa valeur maximum en même temps, dans le fond. Ils vont tous atteindre leur valeur maximum à des moments différents. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que si on additionne les amplitudes, ça va donner l'amplitude de la source, par exemple. Parce que comme ils n'atteignent pas leur valeur maximum en même temps, mais on ne peut pas juste additionner les amplitudes. En fait, c'est vraiment une addition vectorielle qu'il faut faire. Une autre chose que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que vous voyez, d'ailleurs, ça nous est arrivé dans l'exemple précédent également, ça se peut très bien que, par exemple, si j'ai une source à 150 volts, ça se peut que l'une des composantes ait une amplitude plus grande que 150 volts. Ici, par exemple, vous voyez que la flèche de
la bobine est plus longue que la flèche de la source. Ça pourrait être 180 volts, par exemple. Alors, vous voyez, c'est peut-être un petit peu contre-intuitif, là, mais ça se peut qu'on ait une différence de potentiel de 180 volts sur la bobine, alors que la source nous fournit seulement 150 volts. Et la raison de ça, c'est que le condensateur s'oppose à la bobine et en fait, c'est vraiment la somme de tous ces vecteurs-là qui va donner la source. En réalité, il y a comme une interaction, si vous voulez, entre le condensateur et la bobine. C'est-à-dire que euh, le condensateur se charge. Ensuite, quand le condensateur se vide, ça a tendance à faire varier le courant. Alors la bobine réagit pour créer une différence de potentiel en sens opposé. Donc il y a comme une interaction comme ça entre les deux. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une différence de potentiel plus importante sur une des composantes que celle de la source, par exemple.